Donc, bonjour, merci de participer à ce troisième webinaire des communautés des acteurs de l'IA dans les territoires pour la transition écologique. Je m'appelle Marc Léobet, je suis donc au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère de la Transition énergétique. Voilà, c'est ainsi à l'Ecolab, qui est un laboratoire d'innovation qui allie à la fois la labellisation de start-up dans la solution écologique et puis des opérations liées à la donnée et à l'intelligence artificielle. Et mon rôle au sein du ministère, c'est de faire avancer l'intelligence artificielle au service de la transition écologique. Donc, si tu veux bien avancer, alors on a décidé de répartir les rôles avec Mathieu David Larousse. Donc, qu'est-ce que c'est que cette communauté? Il y en a plein, un peu dans tous les sens, évidemment. On se situe, nous, dans une conjonction entre la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle d'un côté et puis la feuille de route intelligence artificielle et transition écologique. Il était une fois Cédric Villani, député et mathématicien bien connu, a eu pour mission de diriger une équipe pour proposer au gouvernement une stratégie nationale pour l'IA qui a été annoncée par le président de la République lui-même, avec, vous voyez les chiffres, beaucoup d'argent pour principalement un effort de formation et de recherche. Ensuite, en importance de budget, beaucoup d'éléments sur les systèmes d'intelligence artificielle dits critiques, dont le véhicule autonome, et puis un certain nombre d'autres volets, qui est par exemple la démonstration de l'intérêt de l'intelligence artificielle dans les territoires, c'est-à-dire pour les collectivités, au service de la transition écologique. Et de façon pas du tout au hasard, le ministère a proposé au gouvernement une feuille de route IA et transition écologique, qui fait donc qui a été en réalité inclus dans la stratégie nationale IA par le fait, et ce qui fait que on avait mis dans cette feuille de route IA et transition écologique 2 éléments qui nous animent aujourd'hui. Premièrement, soutenir les acteurs émergents. Donc ça, c'est le volet Green Tech Innovation et puis ce que nous portons aujourd'hui, par exemple. Et puis, soutenir et apprendre des territoires, donc des collectivités. Soutenir, c'est aussi l'objet de l'appel à projet dont je vais parler. Apprendre, c'est parce qu'on sait bien que les collectivités, en 2020, qu'on a écrit tout cela, étaient, disons, peu avancées sur l'intelligence artificielle, mais on sait aussi qu'elles sont beaucoup plus agiles que l'État, bien évidemment, et qu'elles seront, où elles commencent à être très largement plus avancées que nous dans certains domaines. Donc voilà, ça c'est le grand paysage. Maintenant, cet appel à projet qui nous occupe beaucoup dans cette phase, c'est tout simplement qu'il y a un budget de 40 millions d'euros pour soutenir des solutions à base d'IA dans les territoires au niveau des démonstrateurs. Et on va passer à la phase, à la planche suivante. Donc, pourquoi cette communauté? C'est parce que on sent bien, on l'a vu sur la gestion de la donnée, de l'open data, par exemple, dans les collectivités, il y a besoin d'avoir de la transversalité au sein des collectivités sur ce qu'elles font, mais surtout, on sait qu'en France, on arrive à faire des tours de table pour financer l'investissement dans des startups relativement facilement. Il y a beaucoup d'argent, en fait, pour cette activité-là. Mais on sait aussi qu'au bout de 5 ans, la plupart des startups ferment, tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé leurs clients. Et donc, on veut aider à aligner, on veut aider en fait à aligner les besoins et les solutions, c'est-à-dire faire en sorte que les collectivités expriment leurs besoins, qui ne sont jamais des besoins technologiques, qui sont des besoins vis-à-vis des habitants. Et puis,
permettre aux acteurs émergents, donc essentiellement aux startups, de comprendre ces besoins, de comprendre comment fonctionnent ces territoires, de façon à pouvoir éventuellement adapter leurs solutions à des besoins concrets pour leur faciliter l'accès évidemment au marché. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire et ce webinaire est aussi destiné à participer modestement dans ce sujet-là. Ensuite, partager les bonnes pratiques, c'est ce qui permet d'éviter de refaire toujours des preuves de concept, toujours les mêmes, etc., sans avancer. Il faut vraiment arriver à capitaliser, même si les collectivités sont chacune dans leur territoire, il faut arriver à avancer collectivement. Et sur les entreprises, la Green Tech Innovation, par exemple, fait des formations, fait de l'accompagnement, des choses comme ça. Et le troisième point, c'est que là, on a des échéances à court terme, j'en parlerai plus tard. Ce qui compte, c'est que cette dynamique, elle ne va pas se faire en 6 mois cette année. Elle ne va pas se faire en 1 an, elle va pas se faire en 2 ans. Il s'agit vraiment d'accompagner pendant plusieurs années, donc pendant 3 ou 4 ans par exemple, tous ces acteurs des territoires à avoir davantage d'expérience, davantage de puissance et finalement de nous aider à tacler to tackle the climate change, c'est une référence connue d'articles scientifiques, c'est de faire en sorte de réussir à la transition écologique et énergétique. Alors, comment on veut faire vivre cette communauté? Bon, premièrement, donc les webinaires, parce que c'est ce qui est le moins coûteux, promouvoir l'appel à projet, parce que c'est du concret, et au moins on parle collectivement sur des objets concrets et non pas sur des grands discours. Voilà, on peut passer à la suivante. Sur les potentiels d'usage. En fait, on n'a pas trouvé d'endroit où on ne pourrait pas utiliser de l'IA pour faire des choses qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on n'arrive pas à bien faire par les modèles de data science, par exemple. Simplement, on nous a expliqué, dans les entretiens qu'on a pu mener l'hiver dernier, que la transition écologique, c'est un ensemble qui finalement est relativement mou pour les gens qui ne sont pas complètement dedans comme nous, et qu'il fallait mettre en avant des cas, qui semblent particulièrement forts pour l'utilisation de l'IA. Donc, vous voyez dans ce nuage de mots qu'il y a la ville, donc c'est tout ce qui est urbanisme et fonctionnement de la ville, tout ce qui est bâtiment, donc plutôt les bâtiments existants, donc là on vise la rénovation énergétique, par exemple, parce que les nouveaux bâtiments sont aux normes HQE, etc., mais on ne réduira pas les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie avec le 1% de nouveaux bâtiments que nous construisons par an en France. En 2050, on y sera encore. Donc, il s'agit vraiment de faire un effort sur les bâtiments existants. Et là, absolument, plein de techniques. Il y a le mot LIDAR, par exemple, LIDAR to BIM, quelque chose qui nous semble assez intéressant à poursuivre. On a mis la mobilité, bien évidemment. C'est un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, sachant qu'on est plus sur la mobilité douce ou les transports en commun que sur le véhicule individuel, qui est déjà financé par ailleurs. Donc, on se focalise sur ces deux sujets-là. On a les déchets avec, en particulier, on aimerait bien avoir des projets sur les déchets du bâtiment, d'une part parce que ça fait circuler énormément de camions et ça fait des nuisances, mais aussi parce que la capacité de récupérer, par exemple, des châssis de fenêtres de façon un peu rapide et efficace, donc de les détecter en premier lieu grâce à des computer vision, est une façon, nous disent les majors du BTP, de réduire le coût de la déconstruction et donc de réduire le prix du mètre carré pour les futurs habitants. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, enfin, il y a tout ce qui est concertation citoyenne, c'est-à-dire qu'on a vu avec le grand débat national qui a fait la suite des Gilets jaunes, qu'être capable, par traitement du langage naturel, de voir quelles sont les expressions réelles et directes des habitants, permet de mieux sentir ce que pensent les gens. Et ça, par exemple, Rennes Métropole nous a expliqué qu'il pensait utiliser des techniques de ce genre-là pour définir le nouveau tracé d'un tramway sur Rennes Métropole. Donc c'est les 5
qu'on a mis en évidence parce que ça permet de fixer les idées, mais tous les autres usages traditionnels, biodiversité, gestion de la ressource en eau, îlots de chaleur urbain, on ne peut pas les citer tous, sont évidemment éligibles également. Mathieu? Alors, qu'est-ce que c'est que cet AAP? Premièrement, c'est un AAP ambitieux, c'est-à-dire que c'est des projets qui portent à 1 million d'euros minimum. Donc, ça veut dire que ce n'est pas de la preuve de concept, c'est quelque chose qui est capable d'aller évidemment beaucoup plus loin, avec la capacité que dans ce 1 million d'euros, on utilise une part minoritaire, minoritaire ça va jusqu'à 40% par exemple, pour l'acquisition de données pour entraîner le modèle, pour étiqueter les modèles dans le cas de modèles supervisés, pour avoir des capteurs, des réseaux locaux pour donner des capteurs, etc., etc. Donc il y a toute une part qui est détaillée dans le texte de l'appel à projet. Et on est dans une logique de démonstrateur, c'est-à-dire on est en pré-industrialisation, c'est pas un proto, c'est pas un produit prêt à mettre sur le marché, c'est un TRL entre 5 et 7 pour ceux qui connaissent. Ensuite, on veut vraiment que ça soit de l'IA, donc dans le jury, il y a des gens qui contrôleront que c'est pas une peinture d'IA sur un procédé traditionnel. On est évidemment sur la transition écologique avec une attention particulière, évidemment, sur le coût-bénéfice environnemental du projet, et puis quelques questions sur l'impact environnemental, consommation d'énergie de l'IA, etc. Et enfin, ça c'était le terme même de démonstrateur dans les territoires, qui est que ça doit être piloté par une collectivité territoriale ou une de ces organisations à base de collectivités territoriales. Thomas? Mathieu? Ça, c'est juste une diapo pour dire personne n'y va seul. C'est toujours des groupements qui réunissent, donc en l'occurrence les collectivités, une ou plusieurs collectivités, et puis un certain nombre d'opérateurs qui sont décrits ici. Donc il s'agit d'abord de faire ces groupements-là pour déposer un projet. Et c'est tout à fait lié évidemment à notre présentation d'une communauté des acteurs de l'IA. Mathieu? Alors, la suite. Premièrement, comment dire, cet appel à projet a été lancé le 13 juillet. Voilà, et les projets doivent être déposés le 7 novembre. Alors évidemment, le premier réflexe peut être de dire bon bah c'est dans 6 semaines, c'est trop tard. En fait, non. Non, parce que pour les acteurs qui ont déjà des projets, qui ont déjà commencé à discuter de projets avec des collectivités ou des startups ou des acteurs comme ceux que nous allons présenter juste après, il y a un coup d'accélérateur à donner, mais on a rencontré pas mal de gens dans cette situation-là les 10 derniers jours. C'est encore jouable. Donc, nous sommes à votre disposition en tant qu'Ecolab pour vous aider à préciser les choses. Le ministère n'est pas dans le jury, ce qui nous laisse la liberté, premièrement, de parler aux collectivités, mais aussi d'orienter autant que possible les startups vers des éléments. C'est tout l'enjeu d'avoir ce catalogue de présentation de différents webinaires qu'on va mettre en forme de plus en plus. Et puis, il y a aussi les incubateurs qui sont des acteurs spécialisés pour aider ce type d'appel à projet. Donc, voilà, si vous avez une opportunité, vraiment saisissez-la. C'est le message du jour. Ensuite, on a mis dans le texte qu'il y a un autre webinaire le 13 octobre, même heure, où on essaiera de faire il y a des choses plutôt sur biodiversité, là ça va être plutôt énergie. Il y aura d'autres webinaires plus tard, donc restez à l'écoute. Il y a le Meetup, qui est le rendez-vous annuel de la Green Tech française, où nous serons et on sera à votre disposition pour en parler. Et puis après, parce que le monde ne va pas s'arrêter le 7 novembre, il y aura un deuxième appel à projet démonstrateur d'IA dans les territoires en 2023. Et donc, on est vraiment dans cette logique de construire une dynamique qui va s'étaler dans le temps. Ensuite, voilà, donc je vais passer la parole à monsieur Alexandre Penaner,
qui est chef de projet au Bluto Lab, qui est un syndicat mixte du bâtiment de Thau. Et ensuite, Mathieu, si tu veux bien passer. Voilà, il y a donc 7 interlocuteurs. On a à la fois 2 interlocuteurs qui sont Dataiku et Sri France, parce qu'on pense que dans un groupement dont nous avons parlé, il y a une partie collectivité, une partie start-up, et puis il y a la plupart du temps, d'après ce qu'on a pu voir, un acteur qui est un intermédiaire, quelqu'un qui est capable de parler aux développeurs, qui est capable de parler aux collectivités, parce que la distance culturelle entre une collectivité et une start-up normalement constituée est finalement assez grande, et on voit qu'ils ont du mal à se comprendre. Donc, très souvent, on a soit un institut de recherche, soit une entreprise qui est intégratrice dans le domaine du numérique, soit donc les 2 acteurs qui sont plutôt des éditeurs, qui jouent ce rôle, et c'est précieux d'avoir des gens qui font justement cette mise en relation, cette traduction simultanée, culture business vers culture collectivité et vice-versa. J'en ai fini. Encore une fois, posez vos questions dans le chat et je passe la parole à Alexandre. Merci Marc, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Je vais partager mon écran. Mathieu, il faut que tu fermes l'écran. On vous voit. Très bien. Hop. Je m'installe. Voilà, donc rapidement, je pense que je vais partir sur 10 minutes, Marc, c'est ça? Parce qu'on est un tout petit peu de retard à rattraper. Je vais essayer de faire un peu. Non. Ça va? Oui, gardons le timing. Gardons le timing, très bien. Alors, bonjour à tous. Moi, je parle au nom du syndicat mixte du bassin de Thau, comme il a été présenté précédemment. Et nous sommes donc un EPTB, un établissement public territorial de bassin, ce qui nous amène aussi à piloter un certain nombre de compétences territoriales, comme par exemple la gestion du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. On gère aussi un projet alimentaire territorial. On gère aussi le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le contrat de gestion intégrée de la transition écologique. Donc, ça nous place en interlocuteur un petit peu spécifique sur un territoire terre-mer. Et je pensais que c'était important de le signaler au départ. Nous sommes aussi lauréats du PIA 3, et donc dans le cadre d'une candidature qui s'appelle Littoral Plus. Et c'est ce qui me vaut le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, puisque j'incarne finalement la plateforme d'innovation Bluto Lab qui a été proposée dans le cadre de cette labellisation. C'est une plateforme qui est au service, vous allez voir, des projets du territoire. Donc, peut-être pour tout le monde, le territoire que je suis en train de vous décrire, la lagune de Thau, c'est une mini-Méditerranée, c'est-à-dire que là, je ne suis pas forcément dans une posture d'agence d'attractivité quand je vous présente cette image, mais j'essaie de vous dire un petit peu la vérité. Et puis, je pense qu'on la connaît tous par rapport à ce qui vient de se dérouler cet été. Donc, on est dans un périmètre où il y a une augmentation des températures qui est fortement ressentie, dans un périmètre où il y a des tempêtes et des coups de mer, puisque on pourrait rentrer dans la terminologie, mais en fin de compte, une tempête, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement impressionnant, mais c'est quelque chose qui fait des dégâts, y compris en profondeur. Donc, on en a régulièrement et les dégâts sont relativement conséquents. Nous avons des usages croisés, multi-usagers, donc avec à la fois des pratiques industrielles, mais aussi des pratiques de pêche, des pratiques conchilicoles, des pratiques plaisancières qui viennent s'interfacer à la fois sur une lagune et sur un littoral. Évidemment, nous sommes, comme tous les littoraux, victimes d'un retrait du trait de côte qui occasionne là aussi une pression foncière exacerbée parce qu'il nous faut requalifier, notamment dans le cadre du SCOT, qui est actuellement en révision assez régulièrement l'empreinte territoriale et prendre des décisions qui, dans le temps, vont s'avérer drastiques. Et nous sommes évidemment victimes aussi d'inondations, puisque nous sommes en plein dans la période des épisodes Cévenol, qui est une atypicité de territoire où on hérite finalement de très fortes précipitations sur des périodes très très courtes et qui viennent densifier, on va dire, des sols urbains qui ne sont pas toujours désimperméabilisés. Et donc, on doit faire face à des situations de risque et d'urgence avec des émergences fortes. Et on l'entend chaque année à
avec une très grosse pratique de prévention du territoire, mais malgré tout des accidents. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, j'essaie de revenir en arrière, hop, voilà, c'est un territoire qui est extrêmement pourvu en matière de connaissances et de convergence de savoir, puisque vous avez ici un petit peu la photo de famille du territoire de ne serait-ce que de Sète ou à côté, puisqu'on a, je parle aussi un petit peu des instances qui sont situées du côté de Montpellier. Donc, on a un port, un équipement régional, on a donc l'IFREMER qui a une antenne ici, nous avons aussi le CEPRALMAR qui est un centre technique d'études, le Parlement de la mer qui a été produit par la région Occitanie. On a une station de biologie marine qui est posée ici frontalement au littoral et qui accompagne des étudiants en biologie marine tout au long de l'année, avec un IUT de chimie qui fait de même. Et puis, on a le littoral méditerranéen qui est étudié de manière assez ardente par l'Observatoire Homme-Milieu. Donc, évidemment, ça nous rend extrêmement propice aux investigations rapides. Et là, je parle plutôt de là où je suis, c'est-à-dire le Bluetolab. Le Bluetolab, c'est un dispositif qui finalement met notre territoire en avant sur les, entre guillemets, les points de progrès que j'ai évoqués au début du propos et qui finalement incite et invite les différentes parties prenantes que sont les écosystèmes scientifiques, de recherche, industriels et start-up et entreprises à venir à façon poser un démonstrateur à l'échelle de la lagune, à l'échelle du littoral, à l'échelle du bassin versant pour finalement outiller, équiper le territoire et produire des preuves de concept. Donc, on accueille un certain nombre de dispositifs que je vous ai présentés ici. Alors, assez rapidement, l'information en temps réel sur les élevages et les exploitations lagunaires avec des remontées de données que je vous présenterai tout à l'heure qui sont extrêmement précises et pointues et qui nous permettent d'aller aujourd'hui sur une application qui certainement servira de cadre et de modélisation dans le cadre d'un appel à projet européen. Une gestion innovante des tempêtes et des coups de mer, puisque comme nous sommes régulièrement mis à l'épreuve, ça nous permet aussi d'aller sur des équipements nouvelle génération et de changer, on va dire, la pratique de ce qu'on appelle dans notre jargon un atténuateur de houle. Appelez ça plutôt un ralentisseur à vagues pour l'image mentale que ça peut représenter. Aujourd'hui, on travaille davantage sur des box qui sont en capacité d'absorber l'intensité et la force de la houle et de la convertir en énergie. On travaille aussi avec un outil prédictif de détection des tempêtes. C'est un dispositif caméra qui embarque une IA qui va progressivement entraîner un algo qui va nous traduire en fait l'émergence de risques à 4 jours, à 5 jours sur notre littoral pour nous permettre de prévenir entre guillemets les différentes filières professionnelles et minimiser les risques en termes d'exploitation. Nous avons aussi à l'essai de la production d'eau douce à partir d'énergie solaire, de captation solaire, donc uniquement. J'insiste sur le fait que ça n'est pas énergétiquement pourvu par une artificialisation. Nous avons aussi un dispositif qui est à l'œuvre depuis 2 ans sur de la fabrication de rochers sur mesure, in situ et biosourcés, où on a mis en place un circuit de retraitement de nos déchets coquillers à l'échelle du bassin, puisque nous sommes un bassin producteur de coquilles, moules, huîtres, etc. Ces déchets nous servent aujourd'hui, de manière concassée, à produire des rochers in situ, là où on souhaite les produire, avec des startups qui nous ont accompagnés sur ce sujet et qui viennent finalement compressionner ces déchets coquillers via les sédiments d'eau de mer, via un principe d'électrolyse, etc. Donc, on travaille actuellement avec les ports, on travaille à mettre en industrie ces dispositifs. Et je termine sur un des derniers exemples en date où on travaille actuellement sur un drone hydravion qui serait donc totalement automatisé et qui nous permettrait de souscrire à un prélèvement mutualisé des milieux, donc littoraux et du milieu lagunaire, et de remonter régulièrement des datas pour l'ensemble des acteurs que je vous ai présentés en préambule. Donc, il y a 2 innovations dans ce dispositif. Il y a le fait de pouvoir mutualiser et mettre en régie ces datas de manière à ce que tous les acteurs puissent les utiliser de manière réciproque. Et puis, le fait aussi d'asseoir ce prélèvement par l'intermède d'une prestation de type drone hydravion. Voilà. Qui est basé sur un principe de biomimétisme et qui tourne avec une
piles à hydrogène et moteurs électriques pour les pointus. Ici, je vous propose une petite imagerie de notre bancarisation actuelle de data. Vous voyez qu'on n'est pas dépourvu de fermes de données, puisqu'on a à la fois des données sur les rivières et les cours d'eau, avec les repères de crues et les débits qui sont quotidiennement mesurés, puisque c'est notre compétence locale et on a une obligation réglementaire à fournir ces données aux différentes instances professionnelles in situ. Une gestion quotidienne des espaces Natura 2000 qui nous amène aussi à faire tout simplement du dénombrement d'espèces et de savoir exactement quelles sont parmi les espèces invasives et parmi les espèces protégées, quelles sont les progressions de ces écosystèmes. Des données lagunaires, puisque nous disposons d'une plateforme d'observation lagunaire, le réseau d'observation lagunaire, c'est son nom, le rôle, qui permet d'alimenter au quotidien les filières professionnelles et scientifiques. La mesure des zones humides, parce que nous y sommes tenus au regard d'un lido. Le lido, c'est la bande de sable que vous voyez entre le littoral et la lagune sur la photo. Et donc, ce lido, il est extrêmement fragile, il est sensible et sauvage. Donc, c'est pour nous une mesure extrêmement stratégique que de savoir à quel moment est-ce qu'on est en période de faiblesse, à quel moment il y a des recharges à provoquer, etc. etc. On est en gestion du SCOT de l'Agropole de Sète en haut à droite, donc ça nous donne à gérer un certain nombre de métriques sur l'aménagement, le développement économique, la mobilité, les flux, etc. Donc, on a accès aussi et on a une grange assez importante de données en la matière. Et enfin, on a la suivi de la qualité des eaux et de l'évolution bathymétrique. Alors, bathymétrique, ça équivaut à la profondeur, si vous voulez, du littoral, qui paradoxalement est un niveau de mesure qui évolue quotidiennement. Donc, il nous faut, pareil, le suivre avec une vigilance assez haute, parce que ça fait partie des éléments qui vont accélérer justement les phénomènes de trait de côte ou d'érosion qu'on a déjà évoqués. Voilà. Donc, évidemment, pour nous, derrière tout ça, il y a un objectif, c'est un socle de connaissances qui doit nous permettre d'objectiver nos politiques publiques sur la question de la gestion intégrée que j'ai citée tout à l'heure en préambule, et sur la dimension structurelle et conjoncturelle quand il nous faut faire face à certaines crises environnementales ou littorales. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a entamé un certain nombre de dialogues sur la question des données distantes. Je salue au passage l'IRT Saint-Exupéry qui est présent aussi ici, avec lesquels nous travaillons de manière approchée, mais toutes les instances qui sont ici citées sont évidemment des partenaires de territoire avec lesquels nous travaillons. C'est pas toujours très homogène dans les différentes familles de partenaires que j'ai mis en avant. On a à la fois des partenaires institutionnels, privés, industriels, bureaux d'études, etc. Mais voilà, en l'espèce, c'est notre quotidien et c'est notre manière de travailler que d'être en liaison assez étroite avec ces interlocuteurs qui sont à la fois des pourvoyeurs de contenu et de solutions pour nous, mais qui sont aussi des questionneurs et des critiques par rapport à des modes de faire qui peuvent être hérités, anciens ou qui n'ont jamais été vraiment questionnés. Voilà, donc pour nous, c'est un peu un sport quotidien que d'avoir des échanges avec l'ensemble de ces professionnels pour imaginer ensemble le devenir de ce réseau lagunaire qui est un réseau complexe et vivant. J'en termine ici sur presque terminé sur les besoins que l'on a aujourd'hui pour agencer ces datas qui sont disponibles et nombreuses. Donc évidemment, le vœu pieux, c'est d'aller sur quelque chose qui serait de l'ordre du jumeau numérique ou de l'hyperviseur pour tenter d'avoir une politique quotidienne beaucoup plus réactive, beaucoup plus agile et qui nous permettrait d'aller sur les sujets avant qu'ils nous arrivent réellement et de pouvoir, pourquoi pas, aussi se seconder en transversalité d'un algo qui soit en capacité de venir interroger les points durs ou les points de progrès qui surgissent dans nos quotidiens. Donc aujourd'hui, voilà, on est plutôt là-dessus. C'est pour ça qu'on a effectivement ces deux dispositifs que j'ai déjà largement cités pendant le propos, à savoir d'un côté une plateforme d'innovation territoriale
où on fait de l'ingénierie de projet au quotidien. Et donc, mon rôle à moi, c'est d'être la porte d'entrée finalement de tous ces projets qui vont être de nature un petit peu atypique ou en rupture avec l'existant. Et puis de l'autre côté, le rôle avec lequel je travaille main dans la main, puisque c'est un collaborateur et un collègue ici. Et donc, à deux, on essaye de voir dans quelle mesure les datas dont on dispose et l'équipement qui est déjà aujourd'hui en position nous permet d'être réactifs et d'asseoir une viabilité aux projets qui viennent frapper à la porte. Voilà. Donc, en résumé, on a une forte capitalisation de data territoriales qui sont toutes potentiellement génératives d'expérimentation. Nous y travaillons dans une logique d'éditorialisation à notre niveau, mais notre recherche aujourd'hui, comme je l'ai déjà signalé, c'est essayer d'aller sur une gouvernance à la fois plus large, plus méta, qui nous permette de structurer et de rendre visible la capacité d'hébergement de concepts et de prototypes à l'échelle de notre territoire, et avec l'ambition, évidemment, de créer un périmètre démonstrateur qui soit d'ordre national, avec des exemples d'applicatifs que j'ai mis ici, mais qui ne sont absolument pas exhaustifs, comme quantifier les niveaux de nappe au plus près, qui nous permettrait de réguler les politiques locales de l'eau, puisque c'est un petit peu la question du 21e siècle, égaliser en temps réel les besoins en consommation électrique du territoire et les productions en énergie d'équipements professionnels augmentées. Par exemple, on travaille actuellement sur les tables conchilicoles, qui sont les tables d'élevage des huîtres des professionnels du secteur. On a 400 tables à l'échelle du bassin. Quid de les équiper en panneaux solaires? Quid de réutiliser la production d'énergie quotidienne, à la fois pour alimenter ces professionnels sur l'usage de ces tables, mais aussi pour diffuser le solde aux collectivités attenantes et riveraines. Et enfin, des données fines qui nous permettraient d'envisager des micro-productions localisées. Exemple, du solaire à Frontignan, parce que c'est le lieu, de l'éolien à Villeveyrac, du turbinage dans les canaux, les cours d'eau, etc., etc. Donc, on est vraiment en demande et en attente de ce genre de posture et de politique publique de demain intelligente et fragmentée et circuit court qui s'inscrivent totalement dans la thématique du jour de la transition écologique. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai tenté de respecter le timing. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, il y a une expression de besoin. Et donc, c'est enregistré, ce sera diffusé de façon à ce que cette expression de besoin puisse être le plus largement partagée. Merci beaucoup, Alexandre. Et donc, je passe la parole sans transition à Madame Estelle Bertrand de Dataiku. Enchantée. Alors. Donc, je suis data scientist chez Dataiku et aujourd'hui, je vais vous présenter le partenariat entre Dataiku et Namer au service de la rénovation énergétique. Donc déjà, pour rappel, Namer, vous avez déjà eu une présentation lors d'un des 2 derniers webinaires. Leur mission est de révéler par la donnée, avec de l'IA, le potentiel de transformation écologique du parc bâti. Et aujourd'hui, je vais commencer par présenter Dataiku rapidement. Ensuite, je vais vous présenter notre proposition de valeur commune et notre premier projet en cours. Qu'est-ce que Dataiku? Donc pour commencer, Dataiku, on est une société de plus de 1200 collaborateurs à travers le monde et toute notre R&D est en France. Nous, on développe un logiciel qui vous permet de suivre vos initiatives d'intelligence artificielle de bout en bout et de permettre à tous vos collaborateurs de travailler ensemble, que ce soit des équipes métiers à des experts data. On a plus de 500 clients à travers le monde et à travers toutes les industries, notamment le secteur public, dont parmi nos clients, on a le ministère de l'Intérieur. Donc du coup, à propos de notre partenariat qui permet d'accélérer la rénovation énergétique, je vais vous faire une petite présentation. Pour commencer, on a un écosystème autour de l'IA et de la transition écologique qui est très riche en acteurs, avec des moyens et des équipes data qui sont hétérogènes. Et chacun de ces acteurs a une double casquette, aussi bien de producteurs que de consommateurs de données. Et on le sait, les données sont vraiment le socle qui nous permet d'avoir des initiatives autour de l'intelligence artificielle, que ce soit des données ouvertes ou fermées, propriétaires, confidentielles, etc. Sauf que ces données représentent souvent des défis d'usage.
notamment parce qu'elles sont hétérogènes, que ce soit au niveau de leur format de stockage, des technologies d'exploitation, des référentiels utilisés, mais aussi de la qualité ou du niveau de gouvernance qui est requis pour les utiliser. Du coup, nous, Dataiku, justement, on vient permettre d'accélérer la valorisation de ces données, notamment grâce à une grande connectivité, au fait que notre plateforme soit technologie agnostique, mais aussi qu'on a de nombreuses fonctionnalités de préparation de données et de gouvernance qui permettent vraiment de gagner du temps sur la création, la mise en production et à disposition de vos projets data. Namer, eux, de leur côté, ils viennent apporter des données consolidées sur le parc bâti de votre territoire. Et ces données, elles ont une forte valeur ajoutée et surtout, elles sont prêtes à l'emploi. Ce qui va vous permettre de pouvoir directement vous concentrer sur la valorisation de vos propres données en les ajoutant à travers notre plateforme. Du coup, ici, il y a des présentations de cas d'usage qui sont débloqués grâce à notre partenariat. Donc, par exemple, en ajoutant des données externes, on peut notamment avoir une meilleure mesure de la précarité énergétique. On peut aussi étudier l'impact des îlots de chaleur sur le système de santé ou encore évaluer les compétences en rénovation présentes sur le territoire. Donc du coup, maintenant, je vais vous présenter le projet sur lequel on a travaillé, qui est autour de la planification des rénovations énergétiques. Si on prend une métropole comme Amiens, elle est tenue par des réglementations, comme par exemple de produire et publier leur plan climat, air, énergie, ainsi que les personnes sur leur territoire sont aussi elles-mêmes tenues par la réglementation, notamment de la loi climat et résilience, qui va notamment, par exemple, interdire la location de certains logements à une certaine échéance en fonction de leur DPE. Donc pour ça, on a besoin d'être en mesure de mesurer, cartographier le territoire, mais aussi de pouvoir avoir des analyses qui vont nous aider à définir des stratégies d'aide et d'accompagnement aux particuliers dans leurs projets de rénovation, afin qu'ils soient plus ciblés et efficaces. Et on a aussi besoin de mesurer est-ce qu'on a les compétences nécessaires sur les territoires pour répondre à ces demandes de rénovation. Donc du coup, on a commencé un projet où très rapidement, on a pu enrichir les données de Namer avec des données externes pour obtenir du coup un dataset, tout ça avec des étapes de préparation visuelle, un dataset sur lequel on a réalisé des cartographies de la métropole d'Amiens et aussi d'autres graphiques qui nous permettent de rapidement mesurer, par exemple, la répartition des étiquettes DPE à travers leur territoire. Mais on a aussi été plus loin en créant une simulation où on est capable de voir, par exemple, à partir du nombre de logements qu'il faudrait idéalement rénover pour répondre à la loi climat et résilience d'ici 2050, et à partir d'une estimation de la capacité actuelle de rénovation par an des logements, eh bien, on va voir est-ce qu'on arrive à être dans les temps en termes de rénovation pour chaque échéance. Mais aussi, on peut voir en fonction de si on travaille uniquement les travaux essentiels ou les travaux complets, quelle est l'économie d'électricité réalisée, aussi les économies de GES et bien plus. Donc bien sûr, tout ça, c'est juste le début d'un projet. Vous, les territoires, vous avez beaucoup de données et en fait, on peut collaborer ensemble pour vraiment faire des analyses plus poussées. Donc du coup, on vous invite à nous faire vos retours et à nous contacter. Voilà, j'ai essayé d'être en 5 minutes. Ah, c'était très bien. Merci, Madame Bertrand. Et du coup, on donne la parole maintenant à Monsieur Patelou. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas peut-être à les envoyer sur la boîte mail ia.ecolab.sri.cgdd puisqu'on a un petit souci de chat. Et après, on enverra aussi du coup les contacts des solutions qui vous ont été présentées aujourd'hui. Je vous en prie, Monsieur Patelou. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Monsieur Patelou, on vous entend pas. C'est normal.
Est-ce qu'on peut passer à Esri France et on vous laisse trouver une solution? Si ça vous dérange pas, Monsieur Jonglaise, vous pouvez prendre la suite du coup et on inverse l'ordre des rôles. Bon, pour moi, il faudrait arrêter le partage. Vous voyez mon écran? Oui, c'est très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, David Jonglet, je suis en charge du business développement chez Esri France. Je vais vous présenter quelques retours d'expérience et avant ça, je vais vous toucher 2 mots sur Esri France et la plateforme Argis. Donc, Esri France, donc Esri est le leader mondial en système d'information géographique. Esri France étant le distributeur exclusif des technologies, en l'occurrence du système Argis en France et dans 10 pays d'Afrique francophone. Voilà, on est une PME française. Que dire, on adresse le secteur des collectivités locales depuis de très longues années. On travaille beaucoup avec les collectivités, ça représente entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaires. Et on commercialise essentiellement une plateforme qui s'appelle Argis, ainsi que des données et des services d'accompagnement. Donc, si on se centre sur la plateforme Argis en termes de data science, on a une offre qui englobe l'ensemble finalement du process d'un data scientist, c'est-à-dire depuis la notion d'intégration de données, la capacité d'accès aux données, d'intégration de données, d'ingénierie de la donnée, tout ce qui va être exploration de la donnée avec des outils spécifiques. Et puis, on passe par des aspects de modélisation, de chaîne de traitement éventuellement. Et puis, on va rentrer sur tout ce qui est AI, donc intelligence artificielle, avec aussi des spécificités autour de la GeoAI, c'est-à-dire l'intégration native de la dimension spatiale dans les algorithmes d'intelligence artificielle, que ce soit en deep learning ou machine learning. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de R&D sur ces sujets-là, avec un peu plus d'une centaine de nouveaux algorithmes finalement développés, conçus par Esri sur cette thématique. Alors, si on rentre un peu plus sur l'intelligence artificielle, on adresse vraiment tout type d'intelligence artificielle, celle qu'on porte depuis de nombreuses années dans Argis, notamment spécifiquement sur le deep learning, mais pas que. Et puis, on va s'interfacer, on va permettre une intégration native finalement de l'ensemble de ce qu'on appelle l'open science, donc c'est-à-dire l'ensemble des librairies Python notamment, ou des environnements comme R, qui sont intégrés et accessibles directement et nativement dans Argis pour concevoir finalement des processus d'IA complets, à la fois géographiques, mais aussi, si on parle d'autres typologies d'intelligence artificielle, notamment sur le texte ou sur d'autres types de données, c'est tout à fait possible. Un point important sur lequel je voulais insister, c'est qu'au-delà de la plateforme, c'est on intègre finalement tout type de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de limite sur la nature des données, pas que les données spatiales. Il est clair que sur les données spatiales, on intègre toutes les typologies de données spatiales, ce qui fait une source de différenciation. Et au-delà d'accéder à tout type de données, on a un atlas mondial de données avec plus de 10 000 jeux de données en fait, notamment des jeux de données qui sont conçus spécifiquement sur l'enjeu climatique et la transition, on va dire, écologique à l'échelle globale et qui sont coproduites avec l'ONU et à d'autres échelles, de l'échelle, je dirais, hyper locale à l'échelle globale. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet d'accéder à des jeux de données, je dirais, à des communs finalement de data à l'échelle mondiale. Je pense au bâti à l'échelle mondiale, à l'occupation des sols à l'échelle mondiale, etc., avec des mises à jour assez fréquentes. Toutes les données d'imagerie satellite, par exemple, à l'échelle mondiale, avec différentes sources de données, différents producteurs. Point important, au-delà des capacités, je dirais, de calcul, des données, on a aussi mis en place un pot commun de ce qu'on appelle des deep learning packages, qui sont comme leur nom l'indique en anglais, des paquets, je dirais, prêts à l'emploi sur le deep learning. En gros, c'est des modèles de deep learning pré-entraînés. Alors, ici, sur du Sentinel-2, Landsat 8, sur des producteurs d'imagerie bien spécifiques.
mais aussi, j'ai pris l'exemple ici la reconnaissance automatique et de la classification automatique de la végétalisation, notamment en milieu urbain. Et ça, on en a aujourd'hui 45 et on a un atelier de production de ces Deep Learning Package qui permet finalement, c'est un des outputs possibles d'un projet qu'on pourrait faire avec les collectivités, c'est de concevoir des Deep Learning Package spécifiques aux problématiques et en tout cas au contexte et à l'environnement français sur des thèmes qui peuvent être répliqués. Donc une réplicabilité. À titre d'exemple, je vais passer très rapidement. Donc ici, on est sur l'empreinte, une analyse par IGA de l'empreinte de l'homme sur son territoire jusqu'à 2100, donc ce qui permet d'à partir de l'occupation du sol, d'un historique de l'occupation du sol, de se projeter sur l'occupation du sol si on ne fait rien, mais de simuler aussi en fonction de paramètres l'évolution de l'occupation du sol à terme. Ici, on est sur un autre exemple sur protéger la biodiversité en ciblant mieux les espèces protégées. Ici, on a 45 espèces protégées aux États-Unis et finalement, ce qu'on calcule à travers l'IA, notamment en jaune, ce sont les espaces où il y a une lutte de territoire entre l'homme et l'animal. Et c'est les zones finalement en jaune qui sont à cibler pour créer des réserves naturelles si on veut protéger ces espèces, ces 45 espèces protégées aux États-Unis. Ici, on est sur de l'IA qui permet à 2050 de se projeter sur la nature des cultures et leur déplacement géographique en fonction de la nature, du changement climatique, température, et pluviométrie essentiellement, la nature des sols et l'occupation des sols. Donc, c'est principalement les 4 entrées qu'on a et une projection, voilà, pour voir typiquement ici sur une des zones, un haut risque finalement de perte en production. Et on voit une transposition de latitude à peu près de 500 km. Ça, c'est vrai pour un climat continental. Ça serait moins vrai chez nous, mais il y aurait quand même une translation vers le nord. Ici, on est sur un exemple de deep learning sur les panneaux solaires. C'est typiquement un package de deep learning qu'on offre, c'est-à-dire on offre prêt à l'emploi un package qui permet de reconnaître sur l'imagerie finalement tous les toits qui ont été équipés de panneaux solaires, ce qui permet de mieux conduire finalement une politique publique liée au déploiement de panneaux solaires. Ici, c'est avec un partenaire qui s'appelle Terranis, qui est spécialiste en deep learning et en agronomie, qui produit un certain nombre de tableaux de bord pour conduire sa politique publique de végétalisation urbaine. Ici, on est sur la prédiction de la consommation d'énergie au bâtiment, basée non pas sur le... Alors, il y a une partie des sources qui est liée à l'énergie consommée à un instant T, mais qui est essentiellement basée, ce modèle, sur plutôt la nature des bâtiments et moins sur c'est plutôt une approche liée au bâtiment que basée sur l'énergie. Enfin, ici, sur la notion de risque, ici, c'est sur le retrait et gonflement des argiles. Ce qu'on voit, c'est que ça a des impacts à la fois sur le bâti et sur la voirie. Et là, on est plus sur l'action, finalement, des services techniques d'une collectivité de détection automatique, finalement, via des caméras embarquées sur les équipements véhicules de la collectivité pour reconnaître, mais pas que reconnaître, c'est-à-dire cartographier dynamiquement et finalement aider à prioriser finalement les actions de rénovation du bitume en voirie. Voilà, en très peu de temps. Je vous remercie, monsieur. C'était très clair. On va maintenant du coup passer la parole à Béoga et monsieur Patlou. Oui, c'est bon, on m'entend là? Oui. Est-ce que vous pouvez du coup, monsieur, arrêter votre partage? Alors, je vais partager du coup. Hop. Et quand je partage, en fait, j'ai pas le son. C'était problématique. Du coup, est-ce que vous voulez juste présenter comme ça vos produits et vos projets? J'avais envoyé la présentation, donc peut-être que... Je vais regarder, je vais la retrouver un instant. C'est peut-être plus simple. En attendant, je vais peut-être faire passer du coup le prochain participant et je vais vous retrouver votre présentation
vous me Ok. l'envoyez. Est-ce que du coup, monsieur Vorguet de Coquelicot peut passer et se présenter? Monsieur Vorguet? Ou alors monsieur Divet de EcoJoco? Je peux prendre la main éventuellement. D'accord. Je vous laisse prendre la main et je vous remercie. Vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Super. Du coup, je me présente Romain Thivet, je suis responsable du B2B des partenariats chez EcoJoco, qui est un assistant connecté anti-gaspi d'électricité. Je vais vous présenter rapidement le produit. Je commence par une évidence, mais qui a son importance. Le sujet de l'électricité, c'est qu'à part pour les lumières, c'est invisible. Donc, c'est pas simple de voir ce que l'on consomme et donc, évidemment, a fortiori, est potentiellement difficile de voir ce que l'on va gaspiller. Je vous parle un petit peu de la genèse d'EcoJoco, qui est un petit panorama du gaspillage d'électricité en France, qui part d'une étude de 2015 du CNRS, qui dit qu'on gaspille un quart de notre électricité sur des appareils qui dysfonctionnent, sur des veilles, des choses qui vont être mal réglées. Et c'est vraiment conséquent parce que ça représente 7 réacteurs nucléaires qui tournent pour rien en France. Donc, avec les problématiques d'aujourd'hui qu'on connaît, c'est vraiment un enjeu très, très important. Par rapport aux économies réalisables, cette étude parlait de 300 € potentiel d'économie par foyer. Et évidemment, avec la conjoncture actuelle, on va être sur des montants beaucoup plus importants. Ce qu'on se dit, c'est qu'a priori, tout le monde est de bonne volonté pour mieux consommer et pour baisser sa facture d'électricité. Mais ce qui est clair, c'est que pour agir, il faut savoir précisément ce qu'on consomme. Et c'est tout le sujet justement d'EcoJoco, réussir à chiffrer, à monitorer un petit peu cette consommation d'électricité. Donc sur notre solution, en fait, vous avez un petit afficheur qui est le petit boîtier à gauche là, sur la slide, qui va se situer dans une pièce de vie. La première fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir voir en instantané la consommation précise en watts de votre logement. Donc, je donne un exemple. Vous êtes dans votre cuisine, vous avez l'EcoJoco à côté de vous, vous branchez une bouilloire et vous allez voir le capteur s'affoler parce qu'il faut savoir que c'est un appareil qui consomme beaucoup. Voilà, donc ça permet déjà de mettre des chiffres véritablement sur ce qu'on consomme. Vous avez évidemment l'historique dans notre application. Deuxième fonctionnalité, c'est là qu'on fait intervenir l'intelligence artificielle. On va avoir le détail des consommations par type d'appareil. Donc là, ça va être très intéressant. En fait, on demande au particulier qui va paramétrer son application de rentrer son contrat de fournisseur d'électricité. Du coup, on va pouvoir non seulement donner cette consommation au kilowattheure, mais aussi en euros. Et du coup, le particulier va pouvoir visualiser simplement avec ce graphique sa consommation, sa répartition par type d'appareil, et du coup savoir où est-ce qu'il va pouvoir agir efficacement. Et ça, c'est donc la troisième partie, la troisième fonctionnalité de notre produit. C'est véritablement un accompagnement aux éco-gestes et à la sobriété à travers des petites missions. Donc, on a voulu rendre ça un petit peu ludique pour que tout le foyer puisse y participer. Donc, ça va de chasser, éviter l'éveil en utilisant des multiprises avec des interrupteurs, au fait de dégivrer son congélateur, des conseils sur la cuisson. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc, vraiment un accompagnement très précis pour permettre aux utilisateurs de réduire leur consommation. C'est un produit qui est grand public. On l'a voulu vraiment hyper simple, vraiment pour des non-initiés, que ce soit sur la sobriété, les éco-gestes, mais aussi sur l'électricité. Donc, en fait, sur l'assistant que vous allez avoir dans la pièce de vie, comme je vous le disais, vous avez la consommation en temps réel, en watts et en euros. On calcule au début une période de consommation de référence. Donc, vous avez sur la petite aiguille du bas, là, sur l'afficheur, vous allez avoir le comparatif par rapport
à votre consommation de référence. Donc, vous allez voir si vous allez progresser, c'est-à-dire si vous allez être en dessous. Vous allez recevoir aussi des notifications sur votre application qui vont vous dire si vous surconsommez par rapport à votre référence ou si, entre guillemets, vous faites des progrès pour éviter le gaspillage. Et du coup, véritablement, pour l'installation, c'est simplement un petit capteur qui va venir se poser sur les disjoncteurs, qui est alimenté par un petit boîtier à piles. Donc, véritablement, c'est hyper simple en termes d'installation. Tout le monde est capable de le faire. On promet un temps d'installation de 10 minutes. Et pour en venir plus précisément à l'intelligence artificielle, ce qui va se passer, c'est qu'on va réussir à détecter les signatures électriques des différents appareils de la maison. Pour expliquer ça grossièrement, c'est un petit peu comme Shazam pour la musique. Donc, on va vraiment pouvoir reconnaître les signatures des appareils. Et du coup, à partir de ces signatures et à partir de l'analyse qu'on en fait, on va pouvoir précisément vous ressortir une analyse consommation complète avec la répartition sur l'éveil, sur l'éclairage, sur le gros électroménager, sur tout ce qui est cuisson, sur tout ce qui va être chauffage, sur ce qui va être piscine si vous en avez une, voiture électrique si vous rechargez. Enfin, ça va vraiment être au détail de tous les appareils. Et du coup, pour conclure de ce qu'on constate sur les quelques milliers de clients sur lesquels en fait, on récupère la data, c'est une baisse moyenne de 18% de consommation, en sachant que on les accompagne véritablement, encore une fois, avec tous ces éco-gestes d'émissions à remplir. Donc, c'est quelque chose qui est en progression. Nous, on a une technologie qui s'affine de plus en plus. On reconnaît de plus en plus d'appareils. Donc, c'est un produit qui doit être de plus en plus complet. Et donc, cette baisse moyenne de consommation représente 1 200 € d'économie sur 5 ans, en sachant que c'est des chiffres qui ne tiennent pas compte de la conjoncture actuelle et qui du coup, représentent peut-être potentiellement beaucoup plus d'économies. Voilà. J'ai essayé de faire vite. Très bien, je vous remercie. C'était très clair. Je repasse du coup la parole. Oui, et cette fois, ce sera bon, puisque Oui. j'étais pas panéliste là tout à l'heure. Donc, j'ai essayé de parler, mais vous entendiez pas. Monsieur Vorget, ah oui, non, je vais peut-être que vous refaites passer. Ok, pas de souci. Monsieur Patelou, et vous arrivez ensuite, si Ok, ça vous dérange pas. Pas du tout. Donc, je partage mon écran. Monsieur Patelou de Beoga, je vous en prie. Monsieur Patelou. Bah, Monsieur Vorget, je vous en prie. Je vais arrêter le partage. Allez. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, c'est les aléas des visios. Donc, bonjour à tous. Éric Vorget, je suis président cofondateur de Coquelicot. On est une start-up de 20 personnes. On est basé à Bordeaux. On est des spécialistes de la thermique du bâtiment. Initialement, moi, j'ai rencontré mes associés. On a fait un doctorat ensemble sur des sujets de simulation, d'optimisation énergétique des bâtiments. Et je vais vous présenter une solution sur l'optimisation pour les bâtiments en chauffage collectif. Donc, nos clients sont des bailleurs HLM et des copropriétés. Alors, ce produit, en quoi ça consiste? Hop là. On a une phase voilà. Pour le déploiement de la solution, on a une phase de modélisation du bâtiment. On fait ce qu'on appelle un jumeau numérique, en fait, une maquette de simulation thermique du bâtiment. On installe une infracom sur le bâtiment et puis des objets connectés dans les logements. Donc, ça ressemble à ça. C'est des sondes de température on en met en moyenne 2 par logement, qui vont nous remonter la température et l'humidité toutes les 30 minutes et qui tiennent pendant 10 ans. Ou alors, une alternative, c'est qu'on met des robinets thermostatiques connectés comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Qui ont l'avantage de faire robinet thermostatique et aussi sonde de température, donc qui nous remontent la température
toutes les 30 minutes également. Et puis ensuite, on a un logiciel web avec un accès pour le gestionnaire de l'immeuble. Donc, c'est soit le bailleur social, soit le syndic de copropriété, pardon. Et puis, un accès plutôt, on va dire, B2C pour les occupants eux-mêmes. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Ce sera le plus simple. Si j'arrive à voir, parce que là, j'ai le petit bandeau. Ouais, voilà. J'enlève ça. Hop. J'ai ce petit bandeau qui m'embête. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que fait la plateforme? Donc, on a la liste des résidences qui sont équipées ici. Et si on va sur une résidence, la première fonctionnalité, c'est pour la répartition des frais de chauffage. Donc, il faut savoir que sur les résidences en chauffage collectif, jusqu'à présent, la répartition des frais de chauffage, elle se faisait au prorata des surfaces. Donc, en gros, tout le monde payait la même chose indépendamment du comportement. Donc, que les gens soient économes ou que les gens soient très dispendieux, qu'ils ouvrent les fenêtres, qu'ils chauffent très fort, finalement, à l'arrivée, tout le monde payait la même chose. Donc, la réglementation a évolué récemment justement pour éviter ça. Et elle oblige maintenant à avoir un système de comptage par logement pour que chacun paye sa facture en fonction de sa vraie consommation et du coup, encourager tout le monde à faire des économies. Donc, ce que fait notre solution, la première chose, c'est de calculer la part de consommation de chacun. Et là, ça a l'air de rien ici. Donc, on a la mesure de température dans les logements donc sur une période donnée. Et ici, la consommation en kilowattheure ou en euros. Et donc, ça nous dit que le logement 1 doit payer 587 €, le logement 2, 547, etc. Et là, ce petit passage, donc, en fait, fait intervenir toute une technologie derrière de simulation thermique avec notre jumeau numérique, de collecte de données, de rayonnement, de température extérieure. Et on a obtenu là, le 2 septembre, c'est tout frais, la certification de cette solution par la métrologie légale pour qu'elle soit reconnue comme un compteur de chaleur pour pouvoir être autorisé à réellement facturer avec cette mesure. Et donc, cette certification nous fait rentrer maintenant dans une phase de massification de la solution. On avait déployé un petit peu moins de 3000 logements sur la saison de chauffe écoulée et maintenant, voilà, on vise un passage à l'échelle sur cette saison de chauffe. Donc, concrètement, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller exporter ensuite ces différentes factures dans un format qu'il va mettre dans son outil de facturation et les locataires vont payer le bon montant correspondant à leur consommation. Les locataires, eux, ils ont un tableau de bord personnel qu'on essaie de faire le plus simple, le plus explicite possible. On essaie de ne pas trop parler de kilowattheure, de kilowatts parce que personne n'y comprend grand-chose. Donc, on parle en euros, en degrés et les gens peuvent voir que voilà, combien ils payent en fonction de la température à laquelle ils se chauffent. Vous serez sans doute étonné de voir les températures. Alors là, elles sont particulièrement élevées, mais on a été aussi étonné de mesurer des températures globalement très élevées dans tous les bâtiments cet hiver, avec une moyenne à 21 degrés, quand tout le monde pense être à 19 ou 20. Donc voilà, la réalité est que les bâtiments sont assez largement surchauffés. Et ce que peuvent faire ensuite les habitants, c'est voir combien ils payent et simuler combien ils auraient payé avec derrière un calcul de consommation qui est assez fin. Et donc là, la personne peut voir que sur le mois de février, elle s'est chauffée à 23 degrés, elle a payé 93 € de chauffage. Et si elle s'était chauffée, par exemple, à 19, elle aurait payé 75 €, donc 17 € de moins, juste sur un seul mois. C'est une économie qui est intéressante. Et puis, pour reprendre ce que disait EcoJoco précédemment, on s'attend à ce que les factures sur cette saison de chauffe augmentent sensiblement. Donc, voilà, ce genre d'outil peut permettre de bien réaliser les économies sonnantes et trébuchantes qu'on peut réaliser en utilisant mieux ces robinets thermostatiques. L'intérêt de la solution, au-delà de la partie, on va dire, répartition des frais de chauffage, c'est qu'on a des mesures de température dans le bâtiment, on a un jumeau numérique et donc on est capable de voir plein d'autres choses
Donc, par exemple, d'avoir des représentations avec les températures moyennes par étage, par cage d'escalier, et on voit ce genre de choses. Et donc, on le détecte aussi automatiquement de différences de température importantes. Ici, ça c'est un cas assez classique. Voilà, on voit il fait 19,5 au rez-de-chaussée, et puis plus on monte, plus il fait chaud. Donc en fait, on a la chaudière qui est en toiture, et puis et donc plus on est éloigné de la chaudière, plus on a froid. Et donc ça appelle à des problèmes qui sont bien connus des chauffagistes, d'équilibrage hydraulique. Et donc grâce à cette data, on le voit, on voit les bâtiments sur lesquels il y a un problème, et on voit dans quel sens il faut intervenir. Et on a tout un ensemble d'analyses ensuite qui sont peut-être plus ou moins poussées comme ça. C'est des choses que on implémente au fur et à mesure dans la plateforme. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ici, par exemple, on a juste sur une journée moyenne, la température dans le bâtiment, ce qui est la courbe rouge. Désolé, c'est un petit peu petit. On voit que la température est constante à 20,5 degrés. Et puis, dans l'autre résidence, là, sur la partie droite de l'écran, on voit qu'on a la température qui est plus basse la nuit et puis qui remonte fortement vers 7-8 heures du matin. Donc, c'est ce qu'on appelle un réduit de nuit. Et donc, ça, c'est le genre de réglage qu'on peut faire et qui permettent de faire des économies assez importantes que nous, après, avec le jumeau numérique, on peut quantifier très précisément. Et encore une fois, c'est des datas qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas. Et donc, par exemple, les bailleurs sociaux, ils pensent qu'il y a des réduits de nuit parce qu'ils en demandent dans leur contrat, mais en fait, ils ne sont pas forcément appliqués parce qu'il y a des gens qui se plaignent, etc. Et donc, avec toutes ces données, on fait la transparence là-dessus. Et en fait, à chaque fois, on va aller chercher. Bon, je ne vais pas vous montrer tous les cas d'usage. Je vais vous demander de bientôt conclure, s'il vous plaît. Et je vais conclure. Et donc, on voit comme ça tout un certain nombre de problèmes, de réglages. Je cherche à couper le partage d'écran. Bon, tant pis. Juste au-dessus de… Hop. Ah oui, voilà, OK. Et donc, c'est des économies qui se cumulent. Et nous, on voit en moyenne, avec ces réglages, on arrive à 15-20% d'économies, je ne dirais pas facilement, mais systématiquement en tout cas. Et pour la faire très courte, on travaille aussi sur le confort d'été de la même façon. Et on voit les logements qui sont problématiques et on voit aussi comment améliorer le confort dans les logements. Donc, on peut pousser des conseils très personnalisés aux gens en leur disant vous devriez fermer vos volets en journée, ouvrir la nuit, etc. Parce qu'on voit spécifiquement quels sont les problèmes et les actions qui permettraient d'améliorer les choses. Très bien. Et je vous remercie. Je vous en prie. Du coup, on laisse la parole maintenant à Monsieur Patlou, s'il vous plaît. Ah, alors là, on m'entend, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, alors… Je vous en prie, vous avez 5 minutes. Ouais, je vous fais signe pour le slide du coup. Ça marche. Donc, je vais vous présenter Smart Lookila, donc une communauté énergétique qui a la particularité d'utiliser de l'IA pour optimiser les échanges d'énergie. Donc, Smart Lookila, c'est une association qui gère une communauté énergétique qui est située dans le Gard, au village du Kellar, qui est en pleine Camargue. Une communauté énergétique, c'est quoi? C'est des personnes physiques ou morales qui se réunissent pour produire, partager et consommer de l'électricité. Les communautés énergétiques au sens juridique regroupent également d'ailleurs les réseaux de chaleur, mais là, dans notre cas, on s'occupe de la partie électrique. Et là-dessus, on peut faire de l'autoconsommation collective. Donc, l'autoconsommation collective, c'est un cadre juridique particulier qui va régir ces échanges d'électricité. Donc, slide suivant. Donc, l'autoconsommation individuelle, ça, tout le monde connaît. Vous avez une source de production chez vous, généralement des panneaux photovoltaïques. Vous consommez ce qui est produit quand il y a de la production, hein, quand les jours où il fait beau, en journée. Et puis, si ça produit trop, ce qui arrive quand même assez fréquemment parce que les périodes de forte production ont lieu les après-midi, notamment en été ou printemps, vous n'êtes pas chez vous, le surplus est réinjecté dans le réseau, usuellement
tout le monde a signé un contrat de rachat de cette électricité à EDF. Voilà, donc ça, c'est le format d'autoconsommation individuelle. L'autoconsommation collective, c'est la même chose, sauf que le surplus, plutôt que de le revendre à EDF, vous allez le revendre à vos voisins. Vos voisins, ayant une définition juridique, c'est un compteur qui est situé à une distance maximale de 2 km en zone urbaine et sur dérogation, on peut monter jusqu'à 20 km. Donc, slide suivant. Donc, Smart Lookila, aujourd'hui, il y a 11 membres. Il y en avait 7 au départ. On a des particuliers mixés avec la mairie. On a 30 membres supplémentaires en attente, 12 compteurs. Au départ, on avait 5 bâtiments avec de la production pour un total de 36 kW crête. 3 batteries stationnaires, 2 batteries qui étaient sur des points de production et une batterie qui était sur un bâtiment où il n'y a rien du tout. J'y reviendrai. Et on a du véhicule partagé, du véhicule bidirectionnel pour charger et décharger les surplus sur le réseau. Donc ça, j'y reviendrai aussi un peu plus en détail. Slide suivant. Ah, ouais, Et donc, il y avait 80, dans le slide précédent, il y avait 80% d'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on était l'an dernier, voilà, au moment du lancement du pilote, au pic de production, on est arrivé à autoconsommer 80% de la production localement, sachant que le pilote, au départ, n'a pas été dimensionné pour autoconsommer 100%, mais bien pour faire des tests. Et donc, tout a été fait pour avoir beaucoup de surplus et nous forcer à faire des choses intelligentes sur le pilotage. Parce évidemment, si vous mettez 15 bâtiments avec 3 kW de panneaux, vous allez autoconsommer 100%. Hein. Donc voilà, slide suivant du coup. Donc l'écosystème technologique, il se résume à... Donc il y a un petit équipement qui permet de récupérer les données de consommation en temps réel sur le Linky. Et il y a un boîtier qui est dans chaque bâtiment où il y a soit de la prod, soit du stockage, qui lui va récupérer toutes ces données et les remonter vers nos serveurs. Là, on a une intelligence qui va faire certaines choses, j'y reviendrai un peu plus loin. Et de manière immédiate, les gens vont pouvoir avoir accès à leurs données de consommation et de production en temps réel. Et donc, la particularité, parce qu'on n'est pas du tout, pour le coup, concurrent avec EcoJoco, hein, puisque vont vraiment dans l'analyse très très fine de la consommation. Là, le but, c'est plutôt de voir quand est-ce qu'il y a de la production disponible, surtout de la production dans la communauté, pour dire bah, il y a de l'électricité pas chère dans le voisinage, c'est le moment de lancer la machine à laver, par exemple. Donc, slide suivant. Donc, là, il y a un peu plus de détails au niveau de la technologie. Donc, on a le petit TRL qui se branche sur le Linky, la passerelle, l'intelligence collective. Donc, vous avez une impression écran de l'interface. Et on a aussi donc une plateforme qui nous permet de récupérer des nouveaux membres. En fait, ils s'inscrivent et puis avec leur adresse, on leur dit bah, c'est bon, vous êtes éligible dans le périmètre de l'autoconsommation collective, donc on peut vous proposer d'être producteur ou consommateur. Slide suivant. Donc sur la partie intelligence artificielle, hein, qu'on a marketé intelligence collective augmentée, donc il y a de la prédiction de production solaire, ce qui est assez classique. Plus rare, on a de la prédiction de consommation individuelle par maison. Et en fait, avec toutes les données qui sont remontées, on va en déduire des consignes pour les batteries. Donc aussi bien les batteries stationnaires, ce qui permet du coup à cet habitant qui ne pouvait pas avoir de panneau dont je parlais tout au début, qui n'avait qu'une batterie, hein, parce qu'il a une toiture orientée nord avec des arbres, et bien lui, ça lui permet de charger les surplus de ses voisins. Voilà, les consignes sont envoyées en fait toutes les 10 minutes pour charger ou décharger les batteries. Et le soir, bien sûr, les batteries auront tendance à se décharger. Et on fait la même chose avec les véhicules. Alors en unidirectionnel pour faire du smart charging, c'est-à-dire du smart charging par rapport à l'électricité disponible dans la communauté, ou en bidirectionnel, donc en V2G. Il y a 2 véhicules V2G dans la communauté. Il y en a un chez un habitant et il y en a un autre qui est le véhicule de police. Voilà. Après, une autre partie de l'intelligence artificielle, c'est
qu'il y a tout un travail qui est fait pour optimiser les transactions énergétiques, donc pour essayer d'aller vite. Imaginez quelqu'un qui réinjecte à un instant 5 kg, vous avez 2 maisons qui consomment chacune 5 kg. Qui a consommé les 5 kg réinjectés? Est-ce qu'elles se sont partagées à moitié-moitié? Est-ce qu'il y en a une qui a tout consommé, l'autre rien, 2 tiers, 1 tiers? Voilà, c'est ce qu'on appelle les clés de répartition. Ce sont des données que réclame Enedis pour à la fin répartir la facturation entre le fournisseur d'électricité classique et la partie communauté énergétique. Et donc là, beaucoup de combinaisons sont possibles et l'IA va calculer le gain optimal pour tous les participants. Donc voilà, donc ça c'est des algorithmes qui ont fait l'objet de publications. On travaille en partenariat avec un labo qui est le G2E Lab à Grenoble. Et il y a une dernière partie IA qui est en gestation, qui est sur la prédiction d'impact d'un nouveau membre en fonction de son profil de consommation et de production potentielle. Donc l'idée, c'est de dire, ben voilà, maintenant la communauté est en train de s'agrandir. J'ai envie d'intégrer des nouveaux participants, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant pour la communauté de l'intégrer? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Quel sera son impact? Donc, bien sûr, il y a son profil de consommation qui va aider, mais ça peut être son profil aussi de production et aussi de production potentielle et aussi de voir comment on va implanter cette production parce que, par exemple, il peut avoir plusieurs pans de toiture et dans le cadre de cette communauté, ça peut être plus intéressant de moins optimiser la production solaire et d'avoir une toiture côté est parce que la production sera certes plus faible, mais à un moment où la communauté consomme et n'a pas trop de production. Voilà. Et du coup, slide suivant. Donc du coup, voilà, la Smart Lookila, c'est la première opération avec des batteries stationnaires multisites, hein, puisque Harmonieux, qui est l'opération d'Engie, n'a qu'une seule batterie pour toute la communauté. Donc là, on a 3 batteries stationnaires, batterie décentralisée, donc on a une batterie chez un habitant qui n'a pas de production, avec des véhicules. Voilà, donc avec le concept du véhicule to community, puisqu'on essaye après d'avoir pas le véhicule de police, mais l'autre véhicule de l'idée, c'est de le partager et de faire un système où les gens produisent des kilowatts et gagnent des kilomètres sur le véhicule. Et c'est la première opération de consommation collective à périmètre variable, c'est-à-dire où on inclut des nouveaux membres. Aujourd'hui, toutes les opérations qui sont faites à un périmètre donné et n'ont pas bougé depuis. Voilà. Et c'est une innovation sociale également, puisque les gens au début ont rejoint la communauté pour économiser sur leur facture d'électricité, hein, parce que c'est rentable. Et aujourd'hui, ils nous disent, on est là parce que je sais à qui j'achète mon électricité, je l'achète à Gérard, il est à l'autre bout de la rue. Donc rapidement sur les derniers slides. Donc là, voilà, c'est le détail du tarif pour quelqu'un qui voudrait rejoindre la communauté. Donc l'équipement pour un producteur, c'est 432 €, 72 € pour un consommateur. Et après, il y a les prix des abonnements correspondants. Voilà. Et donc là, on voit une comparaison entre une offre en autoconsommation individuelle avec subvention qui revient plus cher qu'une offre en autoconsommation collective avec les technologies et le périmètre de Smart Lookila. Voilà. Hop, slide suivant. Voilà, bon là, ça montre que dans le temps, le gain financier est plus important avec le réseau et encore plus avec les nouveaux tarifs qui vont arriver l'année prochaine de prix sur le grid. Voilà. Ça, c'est vraiment des slides financiers. Donc, pour finir, voilà, donc si on le faisait partout, ça nous ferait gagner 20% de consommation d'énergie renouvelable et 15% sur la facture par rapport à une autoconsommation individuelle. Hein. Le gain de 15% n'est pas par rapport à j'ai pas d'équipement de prod, j'ai des équipements de prod, mais bien j'ai des équipements de prod et je les survalorise. Et si on le faisait partout, ça ferait gagner 5 tranches et demie d'EPR et 70 millions de tonnes de CO2. Voilà. Et le dernier slide, voilà pour les contacts. Donc rapidement, donc c'est une expérience qui peut se reproduire ailleurs dans d'autres communautés à créer, notamment par rapport à l'appel à projet. L'idée c'est surtout de travailler tout ce qui est dimensionnement, prédiction d'impact d'un nouveau membre et ce serait bien aussi d'avoir un foisonnement de véhicules pour voir l'impact du foisonnement de véhicules et éventuellement faire du service au réseau, hein, de véhicules qu'on pourrait décharger sur le réseau, hein, pas uniquement les charger. Et j'ai fait la présentation en tant que la communauté Smart Lookila parce que les technologies de Beoga donc, sont dedans, mais malheureusement la startup Beoga a été mise en liquidation il y a quelques jours. D'accord, très bien. Voilà. Merci pour votre présentation. On va passer du coup à la dernière présentation de Caldia avec Monsieur Jérémy Amorella.
Je vous laisse du coup partager votre écran. Bonjour. Bonjour. Hop, on va partager l'écran. Ceci? PowerPoint, non, à gauche, Météo Viva. Voilà. C'est bon? Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Donc, nous, on va vous présenter une solution qu'on a déjà expérimentée avec Caldia GTB, qui est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la GTB, et Météo Viva, qui est elle-même spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Cyprien, qui est directeur général de Caldia GTB et en charge dans l'entreprise de tous ces sujets sur la GTB. Merci Jérémy pour cette introduction. Donc, je m'appelle Cyprien Oncio, je représente Caldia et plus particulièrement le service GTB. La GTB, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion technique du bâtiment. Donc, en fait, c'est des automates qu'on installe un peu partout et qui vont gérer, voilà, des automates, qui vont gérer l'éclairage, qui vont gérer le chauffage et toutes les programmations de CTA et de chaufferie, des choses comme ça. Donc, je vais me permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette collaboration énoncée dont le thème est l'intelligence artificielle au service de bâtiments. Nous considérons notre partenariat avec Météo Viva comme une symbiose dans les tâches manuelles, la mise en route et la mise au point qui cohabitent avec l'intelligence artificielle. Pour résumer, nous, Caldia, on représente la partie basse de cette solution. On va venir intégrer donc nos automates et on va mettre des données à disposition de Météo Viva afin qu'eux fassent des prédictions et des autorisations de fonctionnement. Donc, Caldia, c'est 80 chaufferies rénovées, du savoir-faire des techniciens agréés par des constructeurs de chaufferies. Et voilà. Et c'est aussi plus de 8500 interventions de maintenance par an. Voilà. Et quand même, on va finir là-dessus, sur les références. Oui. Ouais. Donc là, vous avez toutes nos références en GTB. Donc on a... Donc ça, c'est tous les chantiers qu'on a réalisés en partenariat avec Schneider. Donc Schneider est notre client. On est également éco-expert chez Schneider. On intègre et donc on est formé sur l'ensemble des produits qui mettent à disposition pour la réalisation du service GTB. Donc, en fait, cette collaboration qu'on a fait avec Météo Viva, on a déjà eu l'occasion de le faire avec le siège de Next City, où en fait, on a équipé, le bâtiment était équipé d'automates. Et nous, on a mis à disposition justement des données et afin que Météo Viva intègre toutes ces données-là à travers leur intelligence artificielle. Donc, je passe la main à mon confrère de Météo Viva. Oui, c'est David Norta de Météo Viva. Nous, on crée aussi, comme quelques autres entreprises, des digital twins du bâtiment. Nous, on peut se connecter à n'importe quel bâtiment, ça n'importe pas si c'est Schneider, Siemens ou un autre bâtiment. On fait des prédictions, on fait des prédictions des températures intérieures des bâtiments et toutes les données, c'est assez important pour les grands partenaires, sont protégés par la ISO 27001 et nos serveurs sont certifiés et tout. C'est tout safe chez nous. Alors, Météo Viva, on crée notre modèle. Une fois le bâtiment est connecté, on utilise des prévisions météo et des données des charges internes et tout ça pour optimiser la climatisation du bâtiment. On peut optimiser sur le prix, sur la consommation d'énergie, sur les besoins des clients. Et Météo Viva, c'est quoi? C'est une entreprise autour de 40 personnes. On a déjà économisé autour de 20 millions d'euros de coûts d'énergie. On a des grands partenaires. On a déjà 150 bâtiments connectés dans 7 pays. Moi, je suis allemand. On vient de l'Allemagne. Alors, la majorité en Allemagne, mais il y a déjà une quinzaine de bâtiments aussi connectés en France. Concernant la coopération avec Caldia, côté gauche, c'est Caldia qui fait la connexion. S'il y a des automates, s'il y a déjà une GTB, tant mieux, mais Caldia est capable de tout connecter et comme ça, on peut transférer par l'Internet
à travers une connexion VPN protégée à nos serveurs, toutes les données et gérer la climatisation. On démarre vraiment des chaudières, on les arrête et on utilise des prévisions météo pour mieux gérer la production d'énergie sur place, de chaleur et de froid. On peut contrôler ou optimiser. On a deux propositions. Et si on regarde ces deux propositions, alors soit on contrôle, on démarre, on arrête. Ce n'est pas très intelligent, mais ça aide déjà aujourd'hui pour éviter que des chaudières peut-être tournent à 100% aussi le week-end qu'on ne sait pas utiliser. Mais on peut aussi appliquer notre solution intelligente, c'est l'option 2, on va dire, optimiser la production d'énergie selon les besoins du bâtiment, selon nos modèles, pour assurer une température agréable dans les bâtiments. Tous les utilisateurs peuvent se connecter au cockpit MeteoViva, c'est dans un navigateur normal. Et pour les gens qui gèrent quelques bâtiments, ils peuvent comparer les bâtiments facilement et c'est le même design pour chaque bâtiment. Comme ça, c'est très facile de gérer la climatisation. En France, on a l'avantage qu'on répond au décret BACS, décret tertiaire, c'est aussi une aide pour ça. Si les compteurs sont intégrés dans la solution. Et aussi, il y a la fiche C2E BAT-TH 116 qui finance les projets presque entièrement en France. Allez. OK, alors qu'est-ce qu'on regarde? Des installations techniques, des profils de climat choisis par les utilisateurs, si c'est entre 21 et 25 par exemple. Les prix d'énergie, aussi des sondes de température connectées et autres devices IoT, par exemple, et bien sûr des prévisions météo pour les prochains 3 jours pour bien gérer notre modèle. Alors, MeteoViva a le but de contrôler la climatisation qu'on reste dans ces bandes rouges. Et là, c'est le modèle normal d'un bâtiment. Le matin, on chauffe. Vers midi, il y a le soleil qui chauffe et la température intérieure dépasse les bandes des températures agréables, ces bandes rouges. Avec MeteoViva, nous, on va baisser le chauffage selon la journée, selon les prévisions, selon les charges internes, et on assure qu'on reste entre les bandes rouges, et comme ça reste agréable et on économise de l'énergie. Les premiers hivers derniers, on a déjà réussi à Paris dans les grands bâtiments autour de 30 jusqu'à 40% d'économie parce qu'on gère mieux le bâtiment, on coupe des circuits qu'on a besoin et pour éviter que le bâtiment est surchauffé, comme quelqu'un a déjà dit. Alors, nos propositions pour les régions, pour les départements, pour les gens qui gèrent des bâtiments, d'installer MeteoViva ensemble avec Caldia. On peut presque tout connecter à discuter et on peut proposer notre solution pour économiser ensemble de l'énergie et rendre vos bâtiments un peu plus intelligents. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant du coup donner la parole à Monsieur Charles Gouriot de la société Smart Impulse. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Est-ce que Monsieur Morella, vous pouvez mettre fin au partage d'écran? Merci. Ok, super, je partage mon écran. Moi, je vais être rapide parce qu'il y a un peu de retard. Et puis, pour ceux qui ont une réunion qui va commencer, je vais aller très vite. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ok, alors, du coup, Smart Impulse, dont je suis un des fondateurs et dirigeants, et leader mondial de la mesure non intrusive des usages électriques dans les bâtiments. Et nous, on se concentre sur les bâtiments tertiaires. Donc, globalement, on a un peu la même approche que EcoJoco, mais nous, on est spécialiste des bâtiments tertiaires et on est créé depuis 11 ans. Donc, on a analysé à peu près 2500 bâtiments, ce qui fait 20 millions de mètres carrés. Et comme vous le voyez, on a différents types de clients, départements, régions, administrations, villes, bureaux, centres commerciaux, etc., etc. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec des exploitants qui intègrent nos solutions dans des contrats de performance énergétique. Donc, notre solution, c'est quoi? On a développé donc un compteur électrique nouvelle génération qui s'appelle le SmartX, qui a deux particularités. D'abord, il est installé par n'importe quel technicien dans le monde en moins d'1 heure et sans coupure électrique. C'est le côté non intrusif. Et ensuite, intervient l'intelligence artificielle
Nous, on n'a pas la même approche qu'EcoJoco au niveau de la technologie parce qu'on travaille sur des gros bâtiments. La surface moyenne des bâtiments qu'on analyse, c'est donc les technologies de basse fréquence très utilisées sur le résidentiel, pas très adaptées à ces gros bâtiments. Donc nous, on travaille vraiment sur la forme des signaux électriques à haute fréquence. Et nos algorithmes d'intelligence artificielle, ils vont reconnaître l'empreinte laissée par chaque type d'équipement qu'ils consomment dans le courant total mesuré par le SmartX. C'est le même principe que quand vous écoutez de la musique, vous arrivez à séparer les différents instruments qui jouent dans un orchestre. Et donc, on a ce capteur très simple, cette vision claire des consommations par usage. Et à partir de là, on sait quels sont les équipements qui consomment en fonction du temps. Et à partir de là, on peut cibler et suivre les économies d'énergie. En plus des données, on va proposer un rapport d'analyse, une plateforme, des rapports email, des alertes, une API qui nous permet d'être interfacé avec d'autres solutions de monitoring énergétique du marché ou d'autres systèmes d'information propriétaires, et puis tout le support technique et l'accompagnement aux économies d'énergie. Voilà. En moyenne, pour nos clients, c'est 15% d'optimisation dès la première année. C'est rentable en 1 an en moyenne, mais avec les prix de l'énergie qui augmentent maintenant, c'est plutôt quelques mois. Voilà l'idée. Alors, j'avais une étude de cas pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais on ne va pas vraiment avoir le temps. Donc, voilà. Et globalement, là, vous voyez le type d'information à gauche qu'on va restituer, donc à la fois le camembert des consommations par usage, une donnée à 10 minutes, où toutes les 10 minutes, on voit le profil de puissance par type d'équipement, l'éclairage, le chauffage, la ventilation, etc. Et puis à droite, vous voyez le type d'actions qui ont été mises en place pour optimiser les systèmes de contrôle et le fonctionnement des équipements. Voilà ce que je peux vous dire. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. Très bien, merci monsieur. Maintenant, du coup, on va, en guise de conclusion, passer la parole à monsieur Marc Léaubé. Et ouais. Bonjour. Merci Mathieu d'avoir pris la gestion du webinaire à brûle-pourpoint et désolé du retard. Disons qu'il y a des urgences qui se sont imposées à moi de l'extérieur du ministère, au service du Premier ministre, pour être clair. Ça, on peut pas éviter. Donc, le message, c'est merci aux intervenants, désolé pour le dérapage dans les délais. Monsieur Courriot, vous pouvez, on va voir comment on peut rétablir quand même le temps que vous n'avez pas eu. Ça, je m'y engage, il faut qu'on trouve un moyen, mais ça ne va pas être compliqué. Donc, le message maintenant, je l'ai dit, c'est on est à votre service. C'est-à-dire que nous, notre rôle au sein de l'Ecolab, c'est d'aider à avoir des beaux projets avec de l'IA dans les territoires pour la transition écologique. Donc, appelez-nous, mobilisez-nous. Après, on sait faire ou on ne sait pas faire, parce qu'on n'est pas totalement omniscient. Mais en tout cas, on va essayer de faire ça. Et puis, vous l'avez peut-être compris, on est un peu obsédé par la date du 7 novembre parce qu'on veut avoir des beaux projets. Il y aura la suite, donc on est déjà en train de réfléchir à ce qui se passera après le 7 novembre. On va continuer à avoir des webinaires, on va continuer à faire grandir cette communauté des acteurs de l'IA. Pour l'instant, on a déjà des belles listes et la suite au prochain numéro, le 13 octobre. Merci à tous et écrivez-nous si vous avez des questions qu'on n'a pas pu traiter faute de chat. Au revoir.